Je suis allongée dans ce lit d'hôpital depuis 1 heure que je suis sortie du coma. Et je sais déjà que demain, ils vont me tuer. Ma fille, Camille, est juste de l'autre côté de cette porte, en train de discuter avec son mari et un avocat. J'ai tout entendu avant qu'il ne fasse si semblant que j'étais encore inconsciente. Demain matin, à 10h, elle signera les papiers pour débrancher les machines qui me maintiennent en vie. Pour me tuer et pour prendre ma maison, mon argent. Tout ce que j'ai construit en 57 ans de vie. Mes mains tremblent maintenant, pas de peur, de rage. Une rage que je ne me savais pas capable de ressentir pour quelqu'un qui est sorti de mon propre ventre. Cela fait 3 mois que je découvre que ma propre fille planifie ma mort. Et le pire, j'étais seule, complètement seule, sans personne pour me défendre, sans personne pour me croire, jusqu'à il y a 15 minutes. Parce qu'il y a 15 minutes, la porte de cette chambre s'est ouverte. Et un homme que je n'avais jamais vu de ma vie est entré, grand, cheveux sombres, des yeux verts que je reconnaîtrais n'importe où. Il m'a regardé, il a souri, et il a prononcé 3 mots qui m'ont fait perdre connaissance à nouveau pendant quelques secondes. « Bonjour maman, c'est moi, Lucas, mon fils. Lucas, disparu il y a 20 ans alors qu'il avait 8 ans, que j'ai cherché pendant des années, pour qui j'ai pleuré toutes les nuits, que je croyais mort. Il est vivant, il est là, et il est venu me sauver. Mais pour que vous compreniez comment une mère de 57 ans a pu se retrouver dans ce cauchemar, pour que vous compreniez qui est cet homme apparu de nulle part, je dois remonter 20 ans en arrière. Car cette histoire n'a pas commencé hier, et j'ai été trop stupide, trop aveugle, trop confiante pour voir les signes. Cette histoire a 3 parties, 3 vérités, et chacune est pire que la précédente. La première vérité concerne le jour où j'ai perdu mon fils. La deuxième, la façon dont j'ai construit une nouvelle famille sur les cendres de l'ancienne. Et la troisième raconte comment cette nouvelle famille a décidé de m'enterrer vivante. Il y a 20 ans, en mars 2005, j'avais 37 ans. J'étais mariée à Alain depuis 12 ans. Nous avions un fils magnifique, Lucas, qui venait d'avoir 8 ans. Nous vivions dans un bel appartement confortable dans le 15e arrondissement de Paris. Je travaillais comme assistante de direction. Alain était directeur commercial. Nous n'étions pas riches, mais nous ne manquions de rien. Je croyais avoir une famille parfaite. Je me levais tous les jours à 6h. Je préparais le café. Je réveillais Lucas, qui grognait toujours en disant qu'il voulait dormir 5 minutes de plus. Je lui caressais les cheveux, lui déposais un baiser sur le front et lui disais « Allez mon trésor, c'est l'heure de l'école ». Lucas était un enfant incroyable, joyeux, communicatif, trop intelligent pour son âge. Il adorait dessiner. Il passait des heures à dessiner des super-héros, des châteaux, des dragons. Il disait que quand il serait grand, il serait artiste. Alain et moi étions ce couple que tout le monde enviait. Il était attentionné, affectueux. Il m'aidait à la maison. Il jouait avec Lucas. Les week-ends, nous allions au parc, faisions des pique-niques au jardin du Luxembourg, regardions des films à la maison, blottis sur le canapé. La vie était simple, mais elle était belle. Ou du moins, c'est ce que je pensais. 15 mars 2005. Un mercredi. Un jour ordinaire. J'ai déposé Lucas à l'école le matin, comme toujours. Il est descendu de la voiture, a mis son sac à dos, s'est tourné vers moi et a dit « Je t'aime, maman. À tout à l'heure ». Ce furent les derniers mots que j'ai entendus de mon fils. À 3h de l'après-midi, je suis allée chercher Lucas à l'école. J'ai attendu devant le portail. 5 minutes, 10 minutes, 15. Il n'apparaissait pas. D'autres mères sont parties avec leurs enfants. Et toujours pas de Lucas. Je suis entrée dans l'école. J'ai cherché la directrice. Je lui ai demandé où était mon fils. Elle m'a regardée, confuse. « Votre mari est venu le chercher plus tôt, Madame Sophie. Vers midi. » Mon sang s'est glacé. « Comment ça, mon mari ? Je n'ai rien autorisé. » Au fond, les signes étaient déjà là. Je refusais simplement de les voir. J'ai appelé Alain, les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre. « Alain, es-tu allé chercher Lucas à l'école aujourd'hui ? » « Quoi ? Non, je suis au bureau. »« Pourquoi ? L'école dit que tu l'as récupéré à midi. » Silence à l'autre bout du fil. « Sophie, je n'ai pas récupéré notre fils. Appelle la police, tout de suite. » C'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti la vraie peur. Cette peur qui vous paralyse, qui fait flageoler vos jambes, qui vous fait oublier comment respirer. Lucas et moi avions un lien spécial. J'étais mère célibataire jusqu'à ce que je rencontre Alain quand Lucas avait 2 ans.
C'est moi qui me suis occupée de lui seul les premières années. Je me réveillais au milieu de la nuit quand il pleurait. Je lui chantais des berceuses. Je soignais chaque égratignure. J'essuyais chaque larme. Même après mon mariage avec Alain, Lucas et moi étions inséparables. Chaque soir, avant de dormir, il grimpait dans mon lit et nous parlions de notre journée. Il me racontait tout, ses amis, ses jeux, ses dessins. « Maman, quand je serai grand, je dessinerai une super-héroïne qui te ressemble, » m'a-t-il dit une fois. Moi ? Mais les mamans ne sont pas des super-héroïnes, mon chéri. Si. Tu es la plus forte de toutes. J'ai tant sacrifié pour ce garçon. J'ai refusé des promotions au travail pour avoir plus de temps avec lui. J'ai cessé de sortir avec mes amis. J'ai dépensé chaque centime que j'avais pour lui offrir une vie meilleure que la mienne. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cette histoire a des rebondissements que vous ne pouvez pas manquer. Et chaque semaine, il y a une nouvelle vidéo comme celle-ci. Et le 15 mars, tout s'est effondré. La police est arrivée à l'école en moins de 20 minutes. Alain est arrivé peu après, pâle, désespéré. Nous avons demandé à voir les images de vidéosurveillance. Et c'est là que mon monde s'est définitivement écroulé. Sur les images, on voyait Lucas sortir de sa classe à midi. Il était seul. Il marchait dans le couloir, jusqu'à ce qu'un homme apparaisse. Grand, casquette noire, un masque couvrant la moitié de son visage. L'homme s'est accroupi, a dit quelque chose à Lucas. Et savez-vous ce que mon fils a fait ? Il a pris la main de l'homme. Et il est parti, volontairement, comme s'il connaissait cette personne. Il est parti sans résister, a dit le policier. Cela signifie qu'il connaissait probablement le suspect. Il connaissait le suspect. Ces mots ont résonné dans ma tête pendant des jours, des semaines, des mois. Qui mon fils connaissait-il qui aurait pu faire ça ? Qui ? Les jours qui ont suivi ont été un brouillard de désespoir. Je ne dormais pas, je ne mangeais pas. Je passais mes nuits éveillées à regarder la porte, espérant que Lucas entre avec son sourire, en disant que tout n'était qu'une mauvaise blague. Mais il ne revenait pas. Alain et moi avons imprimé des milliers d'affiches. Nous les avons collées sur chaque poteau, chaque mur, chaque endroit possible. Le visage de Lucas était partout dans la ville. Disparu. Lucas Moreau, 8 ans. Toute information, veuillez appeler. Nous sommes passés à la télévision. Nous avons donné des interviews en larmes, suppliant celui qui avait notre fils de nous le rendre. La police a tout enquêté. Ils ont interrogé les voisins, les professeurs, les amis, la famille. Personne n'avait rien vu. Personne ne savait rien. J'étais sûre qu'il était mort, que je ne reverrais plus jamais mon fils, jusqu'à ce que 6 mois plus tard, quelque chose se produise qui a tout changé. J'avais engagé un détective privé. J'ai dépensé toutes mes économies. J'ai vendu ma voiture. J'ai contracté un prêt. Je m'en fichais. Je devais retrouver mon fils. Et puis, un après-midi de septembre, le détective a sonné à ma porte. Il est entré, s'est assis dans le salon, a ouvert un dossier. « Madame Sophie, j'ai trouvé quelque chose. » Mon cœur s'est emballé. Mes mains sont devenues froides et moites. Est-il vivant ? Mon fils est-il vivant ? Le détective a pris une profonde inspiration. J'ai des photos. Il a posé 3 photographies sur la table devant moi. J'ai pris la première et j'ai fondu en larmes. C'était Lucas, mon Lucas, vivant, entrant dans une maison que je n'avais jamais vue. Il portait un uniforme scolaire différent, un sac à dos sur les épaules, et à côté de lui, une femme que je ne connaissais pas. Ces photos ont été prises en Provence il y a 3 jours, a dit le détective. Il utilise un autre nom, Théo. Il est inscrit dans une école là-bas, vivant. Mon fils était vivant. Mais il n'essayait pas de rentrer à la maison. À ce moment-là, j'ai cessé de douter de moi-même et j'ai commencé à vraiment enquêter. Et ce que j'ai découvert était bien pire qu'un simple enlèvement. J'ai montré les photos à Alain. Je pensais qu'il serait aussi heureux que moi. Notre fils était vivant. Nous pouvions aller le chercher, le ramener à la maison. Mais sa réaction a été étrange. Il a regardé les photos, est resté silencieux bien trop longtemps. Et puis il a dit « Sophie, laisse la police s'en occuper. » Comment ça, laisser la police s'en occuper ? Notre fils est vivant. Nous devons aller le chercher maintenant. Nous ne savons pas ce qui se passe. Ça pourrait être dangereux. Laisse la police s'en charger. Quelque chose dans son ton m'a dérangé. Mais j'étais si désespérée que je n'ai pas posé de questions. J'ai donné les photos à la police. Ils ont dit qu'ils enquêteraient, qu'ils enverraient une équipe en Provence, que ce n'était qu'une question de jours. Mais les jours passaient,
et rien ne se passait. J'ai rappelé le détective. Je lui ai demandé de continuer à surveiller. Mais quand je suis allé le payer, Alain a explosé. « Tu as déjà trop dépensé pour ça. Nous n'avons plus d'argent. Laisse la police faire son travail. » C'était la première fois qu'il me criait dessus. J'ai commencé à faire attention. Aux détails, aux petites choses qui passaient inaperçues auparavant. Alain a commencé à rentrer plus tard. Il disait que c'était le travail. Mais quand j'appelais son bureau, on me disait qu'il était parti plus tôt. Il passait des heures au téléphone. Et il raccrochait toujours quand j'entrais dans la pièce. Une nuit, je me suis réveillée à 3 heures du matin et il n'était pas dans le lit. Je suis allée le chercher. Il était sur le balcon, au téléphone, parlant à voix basse. Quand il m'a vu, il a raccroché immédiatement. « À qui parlais-tu ?»« Au travail. »« À 3 heures du matin ?»« Un client important. Retourne te coucher. » J'ai commencé à prendre des notes. Les heures où il partait, les heures où il revenait, les appels étranges, les comportements suspects. J'ai mené une double vie pendant des semaines. À l'extérieur, j'étais l'épouse dévastée essayant de surmonter la perte de son fils. À l'intérieur, j'étais une enquêtrice essayant de comprendre ce que mon mari cachait. Et puis, une semaine après les photos, je nettoyais son bureau. Alain était sorti. Il avait dit qu'il s'occupait de quelques affaires de travail. J'en ai profité. J'ai fouillé chaque tiroir, chaque dossier, chaque recoin, jusqu'à ce que je le trouve. Un carnet, caché au fond du dernier tiroir, sous de vieux papiers. Je l'ai ouvert. Et mon monde s'est effondré pour la 2e fois. Il était rempli de notes, de dates, de numéros de téléphone, d'adresses. Mais ce qui m'a coupé le souffle, c'est une note spécifique, datée du 14 mars, la veille de la disparition de Lucas. Elle disait « Demain, midi, N résoudra le problème. » N. Qui était N? J'ai continué à feuilleter. Plus de notes, plus de numéros. Jusqu'à ce que je trouve un numéro qui apparaissait plusieurs fois. Toujours après la disparition. J'ai pris mon téléphone portable. J'ai composé le numéro. Il a sonné 3 fois. Une femme a répondu. « Allô ?» J'ai raccroché immédiatement. Le cœur battant, les mains tremblantes. J'ai pris le carnet. J'ai photographié chaque page. Je l'ai remis dans le tiroir, exactement comme je l'avais trouvé. Quand Alain est rentré, j'étais dans la cuisine, en train de préparer le dîner, comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, mon esprit était en ébullition. Cette nuit-là, j'ai attendu qu'il s'endorme. J'ai pris son téléphone. J'ai essayé de le déverrouiller. Il avait changé le mot de passe. Il n'avait jamais eu de mot de passe auparavant. Le lendemain, pendant qu'Alain était au travail, j'ai appelé le détective. Je lui ai donné le numéro de téléphone de la femme. Je lui ai demandé de découvrir qui c'était. 2 jours plus tard, il m'a appelé. « Madame Sophie, j'ai identifié la propriétaire du numéro. Qui est-ce ? Nathalie Moreau, votre sœur. Elle vit en Provence. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Ma sœur. Ma propre sœur. Nathalie vivait loin depuis des années. Nous nous parlions à peine. Elle avait déménagé après un divorce compliqué. Nous échangions des messages pour les anniversaires, c'est tout. Il y a plus, a dit le détective. La maison sur les photos où Lucas a été vu, c'est sa maison. Et il y a des appels fréquents entre le téléphone portable de votre mari et le sien. Plusieurs. Commençant 1 semaine avant la disparition. Mon mari et ma sœur, ils savaient où était Lucas. Tout le temps. Depuis le tout début. Mais pourquoi ? Ai-je murmuré au téléphone. Pourquoi ferait-il ça ? Le détective a hésité. Madame Sophie, je pense que vous devez les confronter. Car d'après les appels que j'ai tracés, il semble que cela ait été planifié. Planifié. Le mot a résonné dans ma tête. La disparition de mon fils n'était pas un enlèvement au hasard. C'était planifié. Par mon mari et par ma sœur. La trahison était bien plus grande que ce que j'avais imaginé. J'ai confronté Alain le soir même. J'ai jeté les photos du carnet devant lui. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai exigé des réponses. Il a tout nié au début, a dit que j'étais folle, que je voyais des choses qui n'existaient pas, jusqu'à ce que je dise « Je sais que tu parles à Nathalie. Je sais que Lucas est avec elle. Je sais tout. » Son visage a changé. Il est devenu pâle. Et puis, pour la première fois, j'ai vu qui il était vraiment. « Tu ne comprends rien, Sophie. Alors explique-moi pourquoi mon fils est avec ma sœur et que vous me l'avez tous les 2 caché. » Il a pris une profonde inspiration. Il m'a regardé avec un mépris que je n'avais jamais vu auparavant. « Parce qu'il n'est pas mon fils. » Silence. « Lucas n'est pas mon fils biologique.
Tu étais déjà enceinte quand nous nous sommes rencontrés. Tu m'as trompée. Je ne t'ai jamais trompée. Tu l'as toujours su, et j'ai accepté ce garçon chez moi pendant 10 ans. Mais j'en ai marre. Il n'est pas de mon sang. Il ne l'a jamais été. Mon estomac s'est noué. Alors tu as demandé à ma sœur d'enlever mon fils? J'ai résolu le problème. Ce garçon aurait hérité de la moitié de ce qui m'appartient. Il aurait tout partagé avec Camille quand elle serait née. Je n'allais pas laisser faire ça. Camille, mon autre fille, née 1 an après la disparition de Lucas, le résultat d'une tentative désespérée de sauver mon mariage. Tu m'as pris mon fils à cause d'un héritage? Et pour Camille, elle mérite tout. C'est ma vraie fille. J'ai découvert à ce moment-là que j'avais vécu avec un monstre pendant 12 ans. Mais c'était encore pire. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à assembler les pièces du puzzle. J'ai parlé à sa mère. Elle a laissé échapper. Ce garçon allait être un fardeau pour Alain toute sa vie. C'était pour le mieux. Elle savait. J'ai parlé à sa sœur. Elle a détourné le regard. Sophie, parfois, il faut faire des choix difficiles pour sa famille. Elle savait aussi. J'ai appelé Nathalie. Elle a répondu et elle a tout avoué. Sophie, Alain m'a appelé. Il a dit qu'il allait faire quelque chose de terrible à Lucas, qu'il allait se débarrasser de lui pour de bon. J'ai paniqué. J'ai pris le garçon avant qu'il ne soit trop tard. « Tu aurais pu me le dire, je suis sa mère !» Il a dit que s'il te le disait, il te ferait du mal aussi. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. J'ai sauvé ton fils. Tu m'as laissé souffrir pendant 6 mois en pensant que mon fils était mort. Je suis vraiment désolée. Mais Lucas est en sécurité ici. Loin d'Alain, je lui ai raccroché au nez. J'étais seule contre tous. Mon mari, ma sœur, sa famille. Tout le monde savait. Tout le monde me l'a caché. La douleur était insupportable. Il y a eu une nuit où j'ai pensé à abandonner. Juste tout quitter. Reprendre Lucas et disparaître loin. Mais je ne pouvais pas. Alain a dit que si j'essayais, il dirait que j'étais folle. Il me ferait interner. Il prendrait aussi la garde de Camille. J'étais piégée. 2 mois plus tard, j'ai divorcé. Ce fut un divorce horrible. Il a gardé la maison. J'ai eu Camille, qui n'avait qu'1 an, et la douleur d'avoir perdu Lucas. Pendant des années, j'ai essayé de récupérer mon fils. Je suis allée au tribunal, mais Nathalie avait de faux documents disant que Lucas était son fils, que je l'avais abandonné. Alain a payé des avocats chers pour témoigner contre moi. J'ai perdu au tribunal. En 2012, 7 ans après sa disparition, Lucas a été officiellement déclaré mort. Je suis morte avec lui. Je suis tombée dans une profonde dépression. Je prenais des pilules pour dormir, pour me réveiller, pour fonctionner. Camille grandissait et je pouvais à peine m'occuper d'elle. Ce fut la phase la plus sombre de ma vie, jusqu'en 2013, où j'ai rencontré quelqu'un. Un homme gentil, attentionné, qui m'a aidée à sortir du trou. Nous sommes sortis ensemble. Je suis tombée enceinte à nouveau. Je pensais que c'était un nouveau départ. Camille est née, belle, parfaite, et j'ai juré que je serais une meilleure mère pour elle que je ne l'avais été pour Lucas. Mais je me trompais. Car 20 ans plus tard, c'est cette même fille qui déciderait de m'enterrer. Jusque-là, je pensais que le pire était passé, que je l'avais surmonté, que j'avais construit une nouvelle vie. Mais le lendemain matin, il y a 3 mois, j'ai reçu un appel. C'était une femme que je ne connaissais pas, une infirmière, voulant me dire quelque chose d'urgent. Et ce que j'ai entendu lors de cet appel m'a montré que la conspiration était bien plus grande et bien plus ancienne que je ne l'avais jamais imaginée. J'ai répondu au téléphone. C'était une voix de femme, nerveuse. « Madame Sophie, vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Sarah. Je travaille à l'hôpital Saint-Louis. Oui, je dois vous dire quelque chose. C'est à propos de votre fille et de votre gendre. » Mon cœur s'est accéléré. Qu'est-ce qui se passe avec eux? J'ai surpris une conversation. Ils ne savaient pas que j'étais de garde et... Madame Sophie, vous devez être prudente. Il y a 3 mois, j'avais 57 ans. Camille en avait 30. Elle était mariée depuis 2 ans à Maxime, un jeune homme qui semblait poli, travailleur. Je l'aimais bien. Je pensais que ma fille avait enfin trouvé quelqu'un de bien. Nous nous voyions chaque semaine. Camille venait à la maison. Nous prenions un café. Nous parlions. Elle semblait heureuse. Mais 6 mois avant cet appel, on m'avait diagnostiqué un grave problème cardiaque. J'avais besoin d'une intervention chirurgicale, une opération coûteuse et risquée. Camille a insisté pour m'aider. Elle a dit qu'elle s'occuperait de tout, des rendez-vous, des médicaments, des factures. « Maman, laisse-moi faire, tu dois te reposer. » Je pensais que c'était de l'amour,
les soins d'une fille. Mais ce n'était pas le cas. « Qu'avez-vous entendu, Sarah ?» ai-je demandé au téléphone. L'infirmière a pris une profonde inspiration. « Ils parlaient de votre opération, de ne pas la faire. » « Comment ça, ne pas la faire ?» Camille a dit à Maxime que si vous ne subissiez pas l'opération, vous ne tiendriez pas longtemps et qu'ils hériteraient de tout. Mes jambes ont flanché. Je me suis assise sur une chaise. « Il y a plus », a-t-elle poursuivi. « Ils ont parlé d'un avocat, de documents, d'une procuration qu'ils veulent vous faire signer. Une procuration pour quoi faire? Pour transférer vos biens, votre maison, vos économies, tout. » J'ai raccroché le téléphone, les mains tremblantes. Ça ne pouvait pas être vrai. Camille ne ferait pas ça. C'était ma fille. Je l'ai élevée seule après le divorce. J'ai fait des doubles journées pour tout lui donner. Mais je me suis souvenu, 2 semaines plus tôt, Camille m'avait demandé de signer des papiers. Elle avait dit que c'était pour faciliter les choses au cas où je devrais être hospitalisée en urgence. C'est juste une formalité, maman, pour que je puisse prendre des décisions médicales pour toi. J'ai failli signer, mais quelque chose m'a fait hésiter. J'ai dit que je le lirais d'abord. Camille s'est énervée. A dit que ce n'était pas nécessaire, que c'était juste un protocole. Je n'ai pas signé. J'ai commencé à enquêter. En secret, en silence. J'ai installé un petit enregistreur dans mon salon, du genre de ceux qu'on achète dans un magasin d'électronique. Et 3 jours plus tard, quand Camille et Maxime sont venus me rendre visite, j'ai fait semblant d'être sortie. Je les ai laissés seuls dans la maison, avec l'enregistreur en marche. Quand je suis revenue et que j'ai écouté l'enregistrement ce soir-là, mon monde s'est effondré pour la 3e fois. « Quand va-t-elle enfin mourir ?» C'était la voix de Maxime. « Je ne sais pas, mais ça prend trop de temps, » a répondu Camille. « Si elle ne se fait pas opérer, combien de temps lui reste-t-il ? Les médecins ont dit environ 6 mois, peut-être moins. Et si on accélérait les choses ? Comment ça, accélérer les choses ? Je ne sais pas. Un accident. Elle tombe dans les escaliers, se cogne la tête. Personne ne se doutera de rien. Elle est déjà malade de toute façon. Mon sang s'est glacé. Maxime, tu es sérieux ? Oui. Ta mère a 800 000 € d'économie, Camille. 800 000. Plus la maison, qui en vaut environ 400, ça fait plus d'1 million. On peut voyager, acheter un nouvel appartement, bien vivre. Mais et s'ils découvrent ? Ils ne découvriront rien. On fera en sorte que ça ressemble à un accident. Et on a déjà cette procuration. Quand elle mourra, on transférera tout rapidement. Camille est restée silencieuse un moment. Puis elle a prononcé les mots qui m'ont tuée à l'intérieur. D'accord, mais il faut que ça ait l'air naturel. Ma mère a assez vécu de toute façon. J'ai éteint l'enregistreur. Je me suis assise sur le sol de la cuisine. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour tout. Pour Lucas, que j'ai perdu. Pour Camille, que j'ai élevé. Pour toute une vie de sacrifices qui n'ont servi à rien. J'ai perdu mon fils il y a 20 ans parce que mon mari ne voulait pas partager son héritage. Et maintenant, 20 ans plus tard, ma fille voulait me tuer pour la même raison. L'argent, ça a toujours été une question d'argent. C'est à ce moment-là que la femme qu'il connaissait a cessé d'exister. Ce jour-là, j'ai décidé que j'allais en finir avec eux. Tous. Mais au lieu de les affronter immédiatement, j'ai fait quelque chose qu'ils n'auraient jamais attendu. J'ai commencé à jouer à leur jeu. Seulement, en bien mieux. Le lendemain, je me suis réveillée avec un but que je n'avais pas ressenti depuis 20 ans. J'ai appelé un avocat. Maître Garnier, un ami d'une collègue de travail. J'ai tout expliqué. Je lui ai montré les enregistrements. Il a écouté en silence. Et quand il a terminé, il a dit « Madame Sophie, vous avez des preuves, mais il en faut plus, beaucoup plus. Car ce qu'il prévoit, c'est une tentative de meurtre. Et cela doit être documenté de toutes les manières possibles. Dites-moi ce que je dois faire. Vous allez continuer à vivre normalement, en faisant semblant de ne rien savoir. Et vous allez documenter chacun de leurs mouvements. » Le jour même, j'ai engagé un détective privé. J'ai dépensé 10 000 € que j'avais économisés dans une enveloppe sous mon matelas. De l'argent que je cachais depuis des années pour les urgences. Le détective a installé de minuscules caméras dans mon salon, dans la cuisine, dans le couloir. Des endroits stratégiques que Camille et Maxime ne remarqueraient pas. J'ai installé des enregistreurs sur mon téléphone, sur mon portable, sur tout. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre banque. J'y ai transféré la moitié de mes économies, 400 000 € qu'ils ne pourraient pas toucher. Et j'ai changé mon testament, sans que Camille le sache. 70% de mes biens iraient à des œuvres de charité, 30% à Lucas, au cas où il serait encore en vie quelque part. Camille ne recevrait pas un seul centime.
À l'extérieur, j'ai continué à être la même mère. Fragile, malade, dépendante. Quand Camille venait me rendre visite, je souriais. Je lui offrais un café. Je parlais de tout et de rien. « Comment te sens-tu, maman ?»« Oh, fatiguée. Mais je tiens le coup. Es-tu sûre de ne pas vouloir te faire opérer ? Je peux prendre rendez-vous pour la semaine prochaine. Laisse-moi y réfléchir encore un peu, ma chérie. » À l'intérieur, chaque rencontre était une mission. Chaque conversation, une collecte de preuves. Je dirigeais les conversations là où je le voulais. Je posais des questions spécifiques. Je les laissais se révéler. « Camille, et si je ne vais pas mieux ? Et si je meurs ? Ne parle pas comme ça, maman. Mais si ça arrive ? Sais-tu où sont mes documents ? Mon testament ? Oui, maman. Tu me l'as montré. Tout est rangé en lieu sûr. » Elle pensait que l'Ancien Testament était toujours valide. Celui qui lui laissait tout. Elle ne savait pas que je l'avais changé 3 jours plus tôt. J'ai créé des situations, des pièges. J'ai laissé de faux documents traîner dans la maison. Un faux testament disant qu'elle héritait de tout, juste pour voir si elle y toucherait. Et elle y a touché. J'ai trouvé le document froissé, plié, comme si quelqu'un l'avait lu à la hâte et l'avait remis en place. Les caméras l'ont confirmé. Camille était entrée dans ma chambre quand j'ai fait semblant d'être allée au marché. Elle a fouillé dans mes tiroirs, a photographié des documents, les a envoyés à Maxime sur son téléphone. Le détective a tout suivi. J'ai découvert qu'elle avait consulté 3 avocats différents, posant des questions sur la succession, sur la façon d'accélérer le partage des biens, sur les procurations. L'un des avocats était Maître Moreau, un avocat corrompu qui ferait n'importe quoi pour de l'argent. Il aidait Camille à falsifier des documents. Le détective a réussi à obtenir des copies de tout, de fausses procurations, des autorisations médicales falsifiées, même un ordre de débrancher le maintien en vie si je tombais dans le coma. Ils avaient planifié chaque détail. Il y a eu des moments où j'ai failli être découverte. Une fois, Camille est arrivée à l'improviste alors que j'étais au téléphone avec le détective. J'ai raccroché rapidement. J'ai fait semblant que c'était une amie. Qui était-ce, maman ? C'était Nancy. Juste pour prendre des nouvelles. Elle m'a regardée avec méfiance. Mais elle n'a pas insisté. Une autre fois, Maxime a trouvé étrange un objet sur l'étagère. C'était l'une des caméras. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mon cœur s'est emballé. Mais je suis restée calme. Oh, c'est un vieux chargeur. Je ne l'utilise même plus. Il l'a regardé, a haussé les épaules et l'a laissé. J'ai vécu cette double vie pendant 3 mois. 3 mois à faire semblant, à jouer la comédie, à collecter des preuves, jusqu'à il y a 15 jours, un vendredi soir, où j'ai surpris une conversation qui a tout changé. Camille et Maxime étaient dans le salon. J'avais fait semblant de dormir. Mais l'enregistreur était allumé. « On a fixé ça pour la semaine prochaine », a dit Maxime. « Fixé quoi ?» a demandé Camille. « L'accident. Tout est prévu. Jeudi. Elle descend les escaliers le matin. Tu lui donnes une poussée, elle tombe, une fracture, hospitalisation, coma, et on signe les papiers. Jeudi. Ils avaient fixé une date pour me tuer. 6 jours. J'avais 6 jours pour me préparer. J'ai appelé l'avocat, je lui ai tout dit. Il a dit qu'il préparerait la plainte, qu'il avait juste besoin de quelques preuves plus concrètes. Mais je n'ai pas eu le temps. Car 3 jours avant la date qu'ils avaient fixée, le lundi matin, j'ai reçu un appel. C'était un numéro inconnu, international. J'ai répondu. Et ce que j'ai entendu était la dernière pièce manquante, et aussi la plus douloureuse. « Allô, Madame Sophie Moreau ?» C'était une voix d'homme, jeune, avec un accent du Sud. « Oui, qui est-ce ? Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. Je m'appelle Lucas, le monde s'est arrêté. »« Lucas, mon fils. »« Lucas ?» ai-je murmuré. Des larmes commençaient déjà à couler. « Oui, maman, c'est moi, ton fils. » Mes jambes ont flanché. Je me suis assise sur le lit, le cœur battant à tout rompre. « Tu es vivant ?» Je le suis. Je l'ai toujours été. Et je sais tout ce qui t'arrive. Comment le sais-tu ? Je ne t'ai jamais perdu de vue, maman. Même de loin. Même sans pouvoir revenir. J'ai toujours su où tu étais, ce que tu faisais, comment tu vivais. J'ai pleuré. J'ai tellement pleuré que je ne pouvais plus parler. Je sais que Camille et Maxime veulent te tuer, a-t-il continué. J'ai engagé un détective il y a 2 mois, quand j'ai appris que tu étais malade. J'ai découvert tout le plan. Pourquoi n'es-tu jamais revenu ? Pourquoi ne m'as-tu jamais cherché ? Silence à l'autre bout du fil. Un silence lourd. Parce que l'homme qui a prévu de me tuer n'est mort qu'il y a 2 ans, maman. Alain. Tante Nathalie m'a tout raconté quand j'ai eu 15 ans. Elle m'a dit que mon père
qu'Alain avait prévu de me tuer, qu'il allait mettre en scène un accident, que j'allais disparaître pour toujours. Mon souffle s'est coupé. Elle t'a sauvé, ai-je dit. Oui. Elle m'a fait sortir avant qu'il ne soit trop tard. Elle m'a emmené à la campagne, a changé mon nom, m'a élevé comme son propre fils. Et elle m'a fait promettre que je ne reviendrai pas tant qu'il serait en vie. Mais pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Parce qu'il t'a menacé aussi, maman. Il a dit que s'il te le disait, il te ferait du mal. Il dirait que tu es folle, te ferait interner, te retirerait la garde de Camille. Tout prenait sens maintenant. Nathalie n'avait pas été une méchante, elle avait été une sauveuse. Elle est décédée il y a 3 ans, a dit Lucas, la voix étranglée par l'émotion. D'un cancer. Dans ces derniers jours, elle m'a fait promettre que je reviendrai vers toi, que je te protégerai. Et Alain? Il est mort il y a 2 ans. Accident de voiture. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à te chercher pour de vrai. J'ai engagé un détective. J'ai découvert où tu vivais, comment tu vivais. Et j'ai découvert que Camille prévoyait de te tuer. Ma poitrine me faisait mal. 20 ans de douleur. Et il avait été en vie tout ce temps. Je voulais revenir plus tôt, maman. Mais j'avais peur. Peur qu'il puisse encore faire quelque chose. Peur de te mettre en danger. Lucas, mon fils, j'ai obtenu mon diplôme de droit. Je me suis mariée. J'ai un fils. Tu as un petit-fils, maman. Il s'appelle Arthur. Il a 2 ans. Grand-mère. J'étais grand-mère. J'aurais voulu te le présenter plus tôt, a-t-il poursuivi. J'aurais voulu te présenter ma femme, mon fils. Mais maintenant, il n'y a plus de temps. Car dans 3 jours, Camille va essayer de te tuer. Et je ne vais pas la laisser faire. Que vas-tu faire? Je viens à Paris. Aujourd'hui. Je vais apporter toutes les preuves que j'ai rassemblées. Je vais te protéger. Et je vais en finir avec eux. Lucas, tu n'as pas à... Si, je le dois. Tu es ma mère. J'ai perdu 20 ans avec toi, mais je ne vais pas perdre un jour de plus. Et je ne vais pas laisser cette fille ingrate t'éloigner de moi à nouveau. Nous avons parlé pendant 2 heures. Il m'a parlé de sa vie, de l'université, de sa femme, Amanda, de son fils Arthur, qui avait les mêmes yeux verts que lui. Il m'a envoyé des photos sur son téléphone. Des photos de lui, adulte, de son mariage, de son fils. J'ai regardé ces photos et j'ai vu le garçon de 8 ans que j'avais perdu. Maintenant un homme de 28 ans, fort, déterminé. J'arrive demain à Paris, a-t-il dit. Je séjournerai dans un hôtel près de chez toi. Je te protégerai de loin jusqu'à jeudi. Et quand ils essaieront de te faire du mal, j'interviendrai. Lucas, j'ai déjà engagé un avocat. J'ai déjà des preuves. Je sais. Mon détective me l'a dit. Mais plus il y a de preuves, mieux c'est. Et je veux être là. Je veux voir leur visage quand ils découvriront que tu n'es pas seul. J'ai accepté. Nous avons tout arrangé. J'ai raccroché le téléphone. Et pour la première fois en 20 ans, j'ai ressenti de l'espoir. Mon fils était vivant. Et il venait me sauver. Mais je n'imaginais pas que je ne tiendrais pas jusqu'à jeudi. Car le lendemain matin, mardi, alors que je descendais les escaliers pour le petit déjeuner, j'ai senti des mains dans mon dos. Et on m'a poussé. Je suis tombé. 15 marches. Chaque choc, un craquement. Chaque impact, une nouvelle douleur. Jusqu'à ce que je m'arrête sur le sol, immobile. J'ai entendu des voix au-dessus, lointaines, comme si j'étais sous l'eau. « Maman, maman, réveille-toi !» C'était Camille, jouant le désespoir. Maxime a descendu les escaliers en courant. Je l'ai vu lever les yeux, vers le haut de l'escalier. Je l'ai vu regarder Camille, et je l'ai vu sourire. Un sourire rapide, presque imperceptible. Avant de crier « Appelez les secours, elle est tombée !» J'ai essayé de parler, de dire qu'il m'avait poussé, mais rien n'est sorti. Seulement du sang. Je me suis réveillée 5 jours plus tard, dans une chambre d'hôpital, seule. Mon corps me faisait mal. Des côtes cassées, un traumatisme crânien, de multiples fractures. Une infirmière est entrée. Elle m'a expliqué que j'avais été dans le coma, que l'opération du cœur ne pouvait pas être faite maintenant, que je devais d'abord me rétablir. « Votre fille est venue tous les jours », a-t-elle dit en souriant. Camille. Bien sûr qu'elle était venue, attendant que je meure. J'ai fait semblant d'être plus faible que je ne l'étais vraiment. J'ai fait semblant de pouvoir à peine parler, d'être confuse. Camille est entrée dans la chambre 1 heure plus tard, les yeux rouges, comme si elle avait pleuré. « Maman, Dieu merci, tu es réveillée, on était si inquiets. » Je l'ai regardée. Et j'ai vu le mensonge dans chaque mot. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé d'une voix faible. « Tu es tombée dans les escaliers, maman. Tu t'es cogné la tête. C'était horrible. »
Comment suis-je tombée? Tu as dû glisser. Tu étais seule à la maison. Quand je suis arrivée, tu étais déjà par terre. Un mensonge. Elle était là. Elle m'a poussée. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste fermé les yeux et j'ai attendu. Camille a quitté la chambre et je l'ai entendu parler avec Maxime dans le couloir, très doucement. Mais le détective avait placé un enregistreur dans mon téléphone portable qui était sur la table de chevet. « Ça a marché », a dit Maxime. « Elle est très faible. Je ne pense pas qu'elle tiendra longtemps. Et les documents ? J'ai déjà parlé à Maître Moreau. Demain, on apporte les papiers pour qu'elle les signe. Si elle ne signe pas, on falsifiera simplement sa signature. Et si elle va mieux ? Elle n'ira pas mieux. Le médecin a dit que sans l'opération du cœur, elle a 2 semaines au maximum. 2 semaines. Ils étaient sûrs que je mourrais dans 2 semaines. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais un fils qui venait me sauver. Lucas est arrivé à Paris le jour même. Il m'a appelé dès qu'il a appris l'accident. « Maman, j'ai vu les nouvelles. Ils ont avancé leur plan. Je viens à l'hôpital tout de suite. »« Non, ne viens pas encore, » ai-je dit, la voix basse. « Attends, laisse-les penser qu'ils ont gagné. Mais maman, fais-moi confiance. J'ai un plan. » Lucas a accepté, mais il est resté en alerte. À l'hôtel près de l'hôpital, avec son avocat, Maître Garnier, avec toutes les preuves, attendant le bon moment. Pendant les 3 jours suivants, Camille et Maxime se sont présentés à l'hôpital tous les jours. Toujours avec des papiers, toujours en insistant pour que je signe. « C'est juste une procuration, maman, pour faciliter les choses. C'est pour que je puisse payer tes factures pendant que tu es ici. C'est le protocole de l'hôpital. J'ai refusé à chaque fois. J'ai dit que j'étais fatiguée, que je le lirais plus tard. » Camille s'énervait, mais elle ne pouvait pas me forcer, pas avec les infirmières autour. Jusqu'à hier, samedi matin, où elle est arrivée avec Maître Moreau, et avec un document différent, autorisation de retrait du maintien en vie. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « C'est au cas où tu retomberais dans le coma, maman. C'est pour que je puisse décider pour toi. Je ne signerai pas ça. » Son visage a changé. Pour la première fois, j'ai vu de la rage pure. « Si, tu vas signer. »« Non, je ne le ferai pas. » Maître Moreau est intervenu. Il a dit que c'était une procédure standard, que toutes les familles le font, que c'était pour mon bien. J'ai regardé Camille et j'ai dit « Sors de ma chambre, maintenant. » Elle est sortie, furieuse. Et 1 heure plus tard, j'ai entendu une conversation dans le couloir qui m'a glacé le sang. « Si elle ne signe pas, on fera autrement, » a dit Maître Moreau. « Comment ?» a demandé Camille. « J'ai des contacts ici. Un médecin qui facilite les choses. Pour 10 000, il augmente la sédation. Coma profond. Et ensuite, tu signes en tant que tuteur légal. Et personne ne se doutera de rien, personne. Elle est déjà dans un état critique. Personne ne posera de questions. Faites-le. Demain matin, 10 heures, a dit Camille. Demain, dimanche, 10 heures du matin. C'est à ce moment-là qu'ils allaient me tuer. J'ai envoyé un message à Lucas. Je lui ai tout dit. Il a répondu immédiatement. Je serai là. Avec un avocat, avec un policier, avec tout. Laisse-les venir et j'interviendrai. J'ai passé la nuit éveillée, le cœur battant, pensant à tout. À la façon dont j'ai perdu Lucas il y a 20 ans, à la façon dont j'ai élevé Camille seule, à la façon dont tout a mené à ce moment. Il est 7 heures du matin maintenant. Dans 3 heures, Camille arrivera, pensant qu'elle va me tuer. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que le frère qu'elle n'a jamais connu est de l'autre côté de cette porte, avec des preuves, avec des témoins, avec la justice. Et cette fois, je ne suis pas seule. À 8 heures du matin, la porte de ma chambre s'ouvre. 3 personnes entrent. Lucas, un homme en costume, et un policier en civil. Je ferme les yeux. Je prends une profonde inspiration et je pleure. Lucas s'approche du lit. Il me prend la main. Et pour la première fois en 20 ans, je sens la main de mon fils dans la mienne. « Bonjour maman ». Je le regarde. Son visage. Je vois le garçon de 8 ans là, dans ses yeux verts, dans son sourire timide, dans la tache de naissance sur son cou que je n'ai jamais oubliée. Mon fils. Mon garçon. Il se penche, il me serre dans ses bras, lentement, en faisant attention de ne pas me blesser les côtes cassées. Et nous pleurons ensemble. 20 ans. 20 ans de douleur, de manque, de vide. Mais il est là, vivant, un homme adulte, fort. L'homme en costume s'approche. C'est Maître Garnier, l'avocat de Lucas. « Madame Sophie, nous avons apporté toutes les preuves.
tout ce que vous avez recueilli au cours des 3 derniers mois, et tout ce que Lucas a enquêté au cours des 2 derniers mois. Des conversations enregistrées, des vidéos, des documents falsifiés, des procurations contrefaites. Nous avons même la conversation d'hier, quand Maître Moreau a proposé de soudoyer le médecin. Je sais que vous appréciez cette histoire. Alors, cliquez sur « J'aime » et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Je les lis tous et je réponds à chacun. Le policier se présente. Inspecteur Lambert, spécialisé dans les crimes familiaux. Vous êtes en sécurité maintenant, dit-il. Dans 1 heure, quand ils arriveront, nous serons prêts. Lucas tire une chaise. Il s'assoit à côté de moi et il me raconte tout. Comment il a été élevé par sa tante Nathalie en Provence. Comment elle a changé son nom en Théo. Comment elle l'a inscrit dans des écoles avec de faux documents. Comment il a grandi en sachant que sa vraie mère était à Paris, mais sans pouvoir revenir. Tante Nathalie me montrait des photos de toi chaque année pour mon anniversaire, dit-il. Elle disait « C'est ta mère, elle t'aime, mais tu ne peux pas encore rentrer, parce que l'homme qui veut te faire du mal est toujours en vie. » Quand Lucas a eu 15 ans, Nathalie lui a tout raconté. Sur Alain, sur le complot de meurtre, sur la façon dont elle l'a sauvé au dernier moment. Elle pleurait en me le racontant. Elle disait qu'elle avait souffert toutes ces années en te regardant souffrir, mais qu'elle n'avait pas le choix. Nathalie est décédée il y a 3 ans, d'un cancer du pancréas. Dans ces derniers jours, elle a fait promettre 2 choses à Lucas. D'abord, que je reviendrai vers toi quand Alain mourrait. Ensuite, que je te protégerai de tout danger. Alain est mort il y a 2 ans, dans un accident de voiture. Lucas a commencé à me chercher, a engagé un détective, a découvert où je vivais. Comment je vivais. J'allais te chercher il y a 1 an. J'allais frapper à ta porte, me présenter. Mais j'ai découvert que tu étais malade et que Camille préparait quelque chose. Lucas a engagé le meilleur détective de Paris. Il a suivi chaque mouvement de Camille et Maxime, a enregistré des conversations, a recueilli des preuves. Quand j'ai entendu parler de l'accident, je suis venu en courant. Je n'allais pas te laisser mourir. Il ouvre un dossier. Il me montre tout. Un dossier complet. 100 pages. Des conversations transcrites, des photos, des vidéos, des documents. Camille et Maxime planifiant ma mort depuis 8 mois. Des conversations avec Maître Moreau sur la façon de falsifier des procurations. Des emails à des hôpitaux demandant des informations sur l'interruption de traitement. Des messages textes. Il faut que ma mère meure bientôt. J'en ai marre d'attendre. Même une vidéo de la caméra de sécurité de ma maison, montrant Camille me poussant dans les escaliers. La caméra du voisin l'a filmé à travers la fenêtre, explique Lucas. Il ne savait même pas qu'il l'avait filmé. Mais mon détective l'a obtenu. Maître Garnier organise les documents. Il les sépare dans l'ordre. Première preuve, deuxième, troisième. Quand ils entreront, laisse-les parler en premier. Plus ils parleront, plus ils s'incrimineront. Ensuite, nous présenterons les preuves une par une. Une cascade de révélations. Jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. L'inspecteur Lambert se cache dans la salle de bain, avec son enregistreur allumé, avec ses menottes prêtes. Maître Garnier se tient près de la fenêtre, discrètement, en train d'observer. Lucas reste à mes côtés, me tenant la main. « Maman, il y a quelque chose que je veux te donner. » Il sort son téléphone de sa poche. Il ouvre la galerie de photos et il me la montre. Une photo de lui, avec une belle femme aux cheveux bruns et un petit garçon de 2 ans sur ses genoux. Voici Amanda, ma femme, et voici Arthur, ton petit-fils, mon petit-fils. Je suis grand-mère. Je pleure à nouveau. Des larmes qui ne s'arrêtent pas. Il a tes yeux, dit Lucas en souriant, et ton entêtement aussi. Je veux le rencontrer. Tu le rencontreras. Dès que nous aurons réglé ça, je l'amènerai avec Amanda. Nous serons à nouveau une famille, maman. Pour de vrai. Il est 9h30 maintenant. Plus que 30 minutes. Lucas me serre la main. Es-tu prête? Plus que jamais. Silence dans la chambre. Tension dans l'air. Et puis, à 9h50, nous l'entendons. Des pas dans le couloir. Des voix familières. Camille. Maxime. Maître Moreau. Finissons-en. Le plus tôt sera le mieux, résonne la voix de Maxime. Lucas me regarde. Il hoche la tête. Il se tient à mes côtés. Maître Garnier se met en position. L'inspecteur Lambert attend le signal dans la salle de bain. Et je ferme les yeux. Je prends une profonde inspiration. C'est l'heure. 10h du matin, un dimanche. Je suis allongé dans ce lit d'hôpital, mais je ne suis pas seul. Plus maintenant. Lucas est à mes côtés, debout, les bras croisés, le visage sérieux.
Maître Garnier est près de la fenêtre, le dossier avec les preuves à la main. L'inspecteur Lambert est caché dans la salle de bain. La porte est entr'ouverte. Son enregistreur est allumé. Les menottes sont prêtes. Une caméra est cachée derrière le vase de fleurs sur la table de chevet, enregistrant tout. Je fais semblant d'être faible. Mes yeux sont mi-clos. Ma respiration est irrégulière. Ils doivent penser que je suis en train de mourir, que je suis sans défense, qu'ils ont gagné. Les pas se rapprochent, de plus en plus près. J'entends la voix de Camille dans le couloir. Elle va signer aujourd'hui. Elle n'a plus le choix. Maxime répond. Et si elle ne signe pas? Maître Moreau s'est déjà arrangé avec le médecin. Augmenter la sédation. Elle tombe dans le coma. Et nous signons. Maître Moreau rit. Un rire bas et sinistre. 2 heures et elle est morte. Et vous êtes riche? Lucas serre les poings. Je vois la colère dans ses yeux. Mais il se contrôle. Il attend. Calme-toi. Je murmure. Laisse-les entrer. La poignée de porte tourne. Lentement. La porte s'ouvre. Camille entre la première. Un faux sourire sur le visage. Ses yeux sont rouges comme si elle avait pleuré. Mais je sais que c'est un mensonge. Ça l'a toujours été. Elle porte un chemisier bleu clair. Un jean. Ses cheveux sont attachés. Elle ressemble à une fille inquiète. Mais c'est une meurtrière. Maxime entre derrière elle. Une chemise. Un dossier sous le bras. L'odeur d'un parfum cher. Il ne me regarde même pas. Il regarde sa montre, impatient. Maître Moreau ferme la marche. Un costume gris, une cravate rouge, une mallette en cuir. Il sourit en entrant, comme si ce n'était qu'un travail de plus. Camille s'approche du lit. « Bonjour maman. Comment vas-tu » Je feins la faiblesse. Mes yeux sont presque fermés, fatigués, je sais. Mais nous avons apporté des documents importants. Tu dois signer. Ce sera rapide, je te le promets. Maxime ouvre le dossier. Il en sort des papiers. Il les pose sur la table de chevet à côté de moi. Ce ne sont que des autorisations, Madame Sophie, pour faciliter le traitement. Un mensonge. Ce sont des documents pour transférer mes biens, ma maison, mon argent, tout. Maître Moreau s'approche. Il me regarde comme si j'étais un insecte. Vous n'avez qu'à signer ici, et ici, et ici. Il pointe avec son stylo. Je regarde les papiers. Je fais semblant de lire. Et puis je vois Camille regarder sa montre. Regarder Maître Moreau. Lui faire un signe de tête. C'est le signal pour me tuer. Maître Moreau sort une seringue de sa poche. Discrètement. Petite. Avant de signer, je vais vous donner un antidouleur, dit-il. Un antidouleur. C'est du poison, ou un sédatif profond, pour me mettre dans le coma et me tuer. Maxime sourit. Il croise les bras. Il attend. Camille détourne le regard, comme si elle ne voulait pas voir. Maître Moreau s'approche avec la seringue. Et c'est à ce moment-là que Lucas fait un pas en avant. « Je ne crois pas, non !» Camille se fige. Maxime tourne brusquement la tête. Maître Moreau s'arrête en plein mouvement. Il regarde Lucas, 3 paires d'yeux écarquillés, la bouche ouverte. Un choc absolu. « Qui êtes-vous » demande Camille. Sa voix tremble. Lucas fait un autre pas. Il se place entre moi et Maître Moreau, bloquant la seringue. « Qui je suis ?» Il sourit, mais ce n'est pas un sourire heureux. C'est un sourire de vengeance. Je suis quelqu'un que vous ne vous attendiez pas à voir. Maxime essaie de tirer Camille. Allons-y. C'est une intrusion. Personne ne sort d'ici. La porte de la salle de bain s'ouvre. L'inspecteur Lambert en sort. Son insigne à la main. Police. Personne ne bouge. Maître Moreau laisse tomber la seringue. Il essaie de courir. Mais l'inspecteur bloque la porte. Camille devient pâle. Elle me regarde. Regarde Lucas. Regarde le policier. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je m'assieds dans le lit, lentement, avec douleur, mais avec force, et je la regarde dans les yeux pour la première fois avec toute la vérité. Ce qui se passe, c'est que tu as perdu, Camille. Maxime essaie de parler. C'est absurde. Nous n'avons rien fait. Lucas rit. Un rire sans humour. Rien fait? Vous en êtes sûr? Il regarde Maître Garnier, qui ouvre le dossier, et en sort la première preuve. Camille regarde Lucas. Elle le fixe. Essaie de comprendre qui il est. « Qui es-tu » répète-t-elle. Lucas fait un autre pas. Il est face à elle, et il prononce la phrase qui change tout. « Je suis ton frère, le frère que tu croyais mort depuis 20 ans, et je suis venu pour la justice. » Le silence dans la pièce est assourdissant. Camille regarde Lucas comme si elle avait vu un fantôme. « Frère? Quel frère? Ma mère n'a eu qu'un seul enfant, moi. » Lucas sourit, mais c'est un sourire triste. « Non, Camille, tu as eu un frère.
Lucas Moreau. J'ai disparu alors que tu n'étais même pas encore né, quand j'avais 8 ans. Tu te souviens des histoires que ta mère te racontait? Sur le fils qu'elle a perdu, Camille secoue la tête. C'est un mensonge. Vous êtes un imposteur. Maître Garnier s'approche. Il ouvre le dossier. Il en sort le premier document. Acte de naissance. Lucas Moreau. Né le 23 juillet 1997. Fils de Sophie Moreau. Frère aîné de Camille Costa. Il jette le document sur la table. Camille le prend. Elle le lit. Ses mains tremblent. Ça ne prouve rien. Ça pourrait être un faux. Vraiment? Dit Lucas. Il remonte sa manche. Il montre son bras gauche. Une tache de naissance en forme de croissant de lune. Ma mère a une photo de moi quand j'avais 3 ans. On voit cette tache sur la photo. Tu veux voir? Maître Garnier sort la photo du dossier. Il la jette sur la table. Lucas, enfant, 3 ans, souriant, son bras gauche tendu. La tache de naissance est visible. Camille regarde. Elle compare avec le bras de Lucas maintenant. C'est identique. Tu ne me crois toujours pas? Continue Lucas. J'ai plus, un test ADN, fait il y a 2 mois, comparant mon ADN avec les cheveux de ma mère que mon détective a recueillis. Maître Garnier jette les résultats de l'ADN sur la table. Compatibilité. 99,9%. Relation. Mère et fils. Maxime essaie d'interrompre. Ça n'a pas d'importance. Même si tu es son frère, ça ne change rien. Ça ne change rien, rit Lucas. Ça change tout, Maxime. Parce que je sais ce que vous prépariez. Je sais que vous vouliez tuer ma mère, et j'ai des preuves. Maître Moreau essaie de partir discrètement. Il fait 2 pas en arrière. L'inspecteur Lambert le bloque. Restez là, maître. Camille me regarde. Ses yeux sont pleins de larmes maintenant. Mais je ne sais pas si elles sont vraies ou fausses. Maman, je ne sais pas qui est cet homme. Mais il ment. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je me redresse dans le lit. Je la regarde avec la froideur qu'elle mérite. Camille, j'ai des enregistrements. 3 mois d'enregistrement. Chaque conversation, chaque plan, chaque mot que toi et Maxime avez prononcé. Son visage change. Le désespoir prend le dessus. Quels enregistrements? Maître Garnier sort un enregistreur numérique du dossier. Il appuie sur play. La voix de Camille résonne dans la pièce. Quand va-t-elle enfin mourir? La voix de Maxime. Je ne sais pas, mais ça prend trop de temps, Camille. Si elle ne se fait pas opérer, combien de temps lui reste-t-il? Maxime. Les médecins ont dit environ 6 mois, peut-être moins. L'enregistrement continue. 3 minutes de conversation, planifiant ma mort. Camille devient blanche. Maxime se met la main sur le front. C'est sorti de son contexte, essaie d'argumenter Maxime. De son contexte? Dit Lucas. Alors écoutons en plus. Maître Garnier appuie sur play sur un autre enregistrement. La voix de Maxime. On peut accélérer les choses. Camille. Comment ça, accélérer les choses? Maxime. Je ne sais pas, un accident. Elle tombe dans les escaliers, se cogne la tête. Camille. Et s'ils découvrent? Maxime. Ils ne le feront pas, on fera en sorte que ça ressemble à un accident. Camille, après une pause. D'accord, mais il faut que ça ait l'air naturel. Ma mère a assez vécu de toute façon. Silence dans la pièce. Camille se met à pleurer. Pour de vrai maintenant. Je ne voulais pas, j'étais désespérée. Désespérée? Dis-je. Ma voix est ferme, pleine de colère. Tu étais désespérée pour l'argent, pas pour moi. Lucas se tourne vers Maître Moreau. Et vous, maître? L'avocat corrompu qui a aidé à falsifier des documents. Maître Moreau lève les mains. Je n'ai rien fait. J'ai juste donné des conseils juridiques. Des conseils? Rit Maître Garnier. Il sort d'autres documents du dossier. De fausses procurations. Avec la signature de Madame Sophie contrefaite. Des autorisations médicales falsifiées. Tout fait par vous. Il jette les documents sur la table, un par un. Maître Moreau devient rouge. Il essaie de nier. C'est un montage. Un montage? Dit Lucas. Nous avons un enregistrement de vous proposant de soudoyer un médecin. Vous voulez l'entendre? Maître Garnier appuie sur play. La voix de Maître Moreau. J'ai des contacts ici. Un médecin qui facilite les choses. Pour 10 000, il augmente la sédation. Coma profond. Et ensuite, vous signez en tant que tuteur légal. Maître Moreau déglutit. Il n'a plus rien à dire. Maxime tente une dernière attaque. C'était l'idée de Camille. J'ai juste aidé. C'est elle qui voulait l'argent. Camille se tourne vers lui. Ses yeux sont écarquillés. Comment oses-tu? C'est toi qui as suggéré l'accident. Menteuse, c'est toi qui étais obsédée par l'héritage. Les deux se mettent à se disputer, en criant,
en s'accusant mutuellement. Lucas me regarde, il sourit. Laisse-les se détruire mutuellement. Maître Moreau essaie aussi de rejeter la faute. Je n'ai fait que ce qu'on m'a dit. C'est Camille qui est venue me voir. Camille crie. C'est toi qui as dit que ce serait facile, que personne ne le découvrirait. Ils se sont complètement retournés les uns contre les autres. L'inspecteur Lambert fait un pas en avant. Ça suffit. Vous trois aurez tout le temps de discuter de ça en prison. Maxime tente une dernière carte. En prison? Pourquoi? Nous n'avons encore rien fait. Nous avons juste parlé. Lucas s'approche de lui. Face à face. Rien fait? Alors explique-moi ça. Maître Garnier allume un ordinateur portable. Il projette une vidéo sur le mur. C'est une vidéo de caméra de sécurité, de la maison de mon voisin d'en face. L'image montre les escaliers de ma maison. Vue par la fenêtre. Date, mardi, il y a 6 jours. J'apparais dans la vidéo, descendant les escaliers, et puis Camille apparaît derrière. Elle tend les mains, et elle me pousse. Je tombe. 15 marches, jusqu'au sol. La vidéo s'arrête. Camille s'effondre. Elle tombe à genoux. Elle pleure de façon incontrôlable. Je ne voulais pas la blesser. Je voulais juste lui faire peur. Je ne savais pas que ce serait si grave. Me faire peur? Dis-je. Ma voix sort plus fort que je ne le voulais. Tu m'as cassé 3 côtes. Tu m'as fracturé le crâne. J'ai été dans le coma pendant 5 jours. Maxime essaie de s'éloigner d'elle. Je ne savais pas qu'elle allait faire ça. Je le jure. Menteur, crie Camille. C'est toi qui m'as dit de la pousser. C'est toi qui as fixé le jour. Maître Garnier sort un autre enregistrement. Nous avons aussi cette conversation. Vous voulez l'entendre? Personne ne répond. La porte de la chambre s'ouvre. L'infirmière, Sarah, entre. Celle qui m'a appelée il y a 3 mois pour me prévenir du plan. J'ai tout entendu, dit-elle, depuis le début. Et je peux témoigner. Mon voisin, Monsieur Johnson, entre également. Le propriétaire de la caméra de sécurité. J'ai vu quand la jeune femme a poussé Madame Sophie. Je voulais appeler la police. Mais elle m'a menacée. La directrice de ma banque, Madame Davis, entre. Camille a essayé de retirer 800 000 € du compte de sa mère. Avec une fausse procuration. J'ai refusé. Elle m'a offert un pot de vin. Un par un, les témoins entrent. Chacun avec une partie de l'histoire. Camille est anéantie. Maxime est paniqué. Maître Moreau transpire à grosses gouttes. Lucas se tourne vers eux, et il prononce la phrase que j'attendais depuis 3 mois. Vous pensiez qu'elle était seule, mais vous avez oublié une chose. Les mères ne sont jamais seules. Il y a toujours quelqu'un pour les protéger. L'inspecteur Lambert sort ses menottes. Camille Costa, Maxime Costa, Maître Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre avec préméditation, faux et usage de faux, escroquerie et association de malfaiteurs. Les menottes se ferment sur les poignets de Camille. Elle pleure. Elle crie. « Maman, pardonne-moi, j'étais désespérée, j'avais besoin d'argent. » Menottes sur Maxime. Il essaie de résister, mais l'inspecteur est plus fort. Menottes sur Maître Moreau. Il ne réagit même pas. Il sait qu'il a perdu. Camille me regarde une dernière fois. « Maman, s'il te plaît. » Je la regarde, et je dis la seule chose que je ressens. « Tu n'es plus ma fille. » Les 3 sont sortis de la chambre. Camille criant. Maxime jurant. Maître Moreau en silence. La porte se ferme. Et enfin le silence. Lucas s'assoit sur le lit à côté de moi. Il me prend la main. « C'est fini, maman. » Maître Garnier range les documents. Ils répondront de tout. La tentative de meurtre avec préméditation est passible de 15 à 20 ans. Le faux, 5 de plus. Ils ne sortiront pas de sitôt. Je prends une profonde inspiration. Pour la première fois en 3 mois, je me sens en sécurité. Il y a encore une chose, dit Lucas. Je le regarde, le testament. Camille pensait qu'elle allait tout hériter, mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Je souris. Pour la première fois depuis des jours. Non, elle n'héritera de rien. Maître Garnier ouvre un autre dossier. Il en sort un document officiel. Testament de Sophie Moreau. Enregistré chez un notaire il y a 3 mois. 2 témoins. Parfaitement légal. Il le lit à haute voix. 70% des biens de Sophie Moreau seront légués à Lucas Moreau, son fils premier-né. 20% seront légués à des associations de soutien aux enfants disparus. 10% en mémoire de Nathalie Moreau, sœur de la testatrice. Lucas me regarde. Surpris. « Maman, tu n'aurais pas dû... » « Si, je le devais. Tu es mon fils. Tu ne m'as jamais abandonné. Même de loin, tu as toujours été le mien. Et Camille ?» demande-t-il. Camille ne reçoit rien. 0. Elle a essayé de me tuer. Elle ne mérite pas un centime de ce que j'ai construit. Maître Garnier poursuit.
De plus, la maison où vit actuellement Camille a été légalement transférée au nom de Lucas Moreau il y a 2 mois. Camille vivait dans la maison de son frère sans le savoir. Je souris. C'était la meilleure décision que j'ai prise. Quand elle sortira de prison, dans 15 ou 20 ans, elle n'aura nulle part où vivre. Lucas secoue la tête, toujours en train de tout assimiler. Il y a plus, dit Maître Garnier. Les économies. 800 000 €. La moitié a déjà été transférée sur un compte au nom de Lucas. L'autre moitié est gelée par ordonnance du tribunal. Camille ne peut pas y toucher. Maxime a essayé d'accéder à mon compte bancaire 4 fois au cours des 3 derniers mois. Toutes ont été refusées. Maître Moreau va perdre sa licence. La procédure de radiation a déjà commencé. En plus de faire face à des poursuites pénales, il ne pratiquera plus jamais le droit. Et le médecin qu'il a essayé de soudoyer, je demande. Il fera également face à des accusations. Il a déjà été suspendu de l'hôpital. Une enquête interne est en cours. Tout s'effondre, exactement comme je l'avais prévu. Lucas se lève, il va à la fenêtre. Il regarde dehors. J'ai passé 20 ans loin de toi, maman. 20 ans à penser que je ne te reverrai plus jamais. Et quand je reviens enfin, je découvre que ma sœur essayait de te tuer. Je sors du lit, lentement. Mon corps est encore endolori, mais fort. Je vais vers lui. Je lui touche l'épaule. Lucas, tu m'as sauvé. Tu es revenu au bon moment, exactement quand j'avais le plus besoin de toi. Il se retourne, les larmes aux yeux. J'aurais dû revenir plus tôt. Non, tu es revenu au bon moment. Si tu étais revenu plus tôt, nous n'aurions peut-être pas découvert ce dont Camille était capable. Je serre mon fils dans mes bras. Pour la première fois en 20 ans, je sens son étreinte. Forte, protectrice. Ta tante Nathalie a fait ce qu'il fallait, dis-je. Elle t'a sauvé, elle t'a protégé. Et elle t'a élevé pour être l'homme incroyable que tu es aujourd'hui. Elle parlait de toi tous les jours, dit Lucas. Elle disait que tu étais la femme la plus forte qu'elle connaissait, que tu n'abandonnais jamais. Je pleure. Je pense à Nathalie, à ma sœur qui a tout sacrifié pour sauver mon fils. Elle a souffert en silence, en me regardant souffrir, mais elle ne pouvait pas le dire, car cela t'aurait mis en danger. Lucas sort une enveloppe de sa poche. Elle est froissée, vieille. Elle a laissé ça pour toi. Elle m'a demandé de te la donner quand je te retrouverai. Je prends l'enveloppe. Mes mains tremblent. Je l'ouvre. C'est une lettre, écrite à la main, de l'écriture de Nathalie. Sophie, si tu lis ceci, cela signifie que Lucas t'a enfin retrouvé et que je ne suis plus là. Pardonne-moi, ma sœur. Pardonne-moi de t'avoir laissé souffrir toutes ces années. Pardonne-moi de ne pas t'avoir dit la vérité. Mais je n'avais pas le choix. Alain allait tuer notre Lucas. Je l'ai entendu parler à sa mère, planifiant tout. Un accident, une chute, et personne ne se douterait de rien. Je devais sortir le garçon de là, avant qu'il ne soit trop tard. Je sais que tu me détestes, et je comprends. Je t'ai pris ton fils, je t'ai fait souffrir, je t'ai fait croire qu'il était mort, mais il est vivant, Sophie. Et il t'aime. Il l'a toujours fait. Je l'ai élevé pour qu'il soit fort, courageux, honnête, comme toi. Et je lui ai demandé de revenir vers toi quand ce serait sûr. J'espère que vous aurez de nombreuses années ensemble, rattrapant le temps perdu. Je t'aime, ma sœur. Nathalie. Je pleure si fort que je ne peux plus respirer. Lucas me serre dans ses bras. Il pleure avec moi. Elle t'aimait, dit-il. Elle t'a toujours aimé. Nous restons là, dans les bras l'un de l'autre, pendant des minutes qui semblent des heures. Maître Garnier sort discrètement. Il nous laisse seuls. Quand je me calme enfin, Lucas dit « Maman, il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres. » Il sort son téléphone. Il appelle quelqu'un. « Amanda, tu peux monter. » 5 minutes plus tard, la porte s'ouvre. Une belle femme entre, cheveux bruns, des yeux bienveillants, et dans ses bras, un petit garçon de 2 ans, cheveux sombres, des yeux verts, tout comme Lucas. « Maman, voici Amanda, ma femme, et voici Arthur, ton petit-fils. » Mon petit-fils. Amanda sourit. Elle s'approche. C'est un honneur de vous rencontrer, Madame Sophie. Lucas parle de vous tous les jours. J'étends les bras. Elle place Arthur sur mes genoux. Le garçon me regarde. Curieux. Il me touche le visage avec sa petite main. « Mamie ?» dit-il. Et je m'effondre à nouveau. « Oui, mon amour. Je suis ta mamie. » Arthur sourit. Et il me serre dans ses bras. À ce moment-là, tout en valait la peine. Toute la douleur. Toute la souffrance, toute la trahison, car mon fils est revenu. Et il a apporté une famille. 3 mois plus tard,
Camille a été condamnée à 18 ans de prison pour tentative de meurtre, faux et usage de faux et escroquerie. Maxime a 15 ans pour les mêmes crimes. Maître Moreau a 10 ans, en plus d'une radiation définitive du barreau. Le médecin corrompu a été suspendu pendant 5 ans et fait face à des poursuites pénales. J'ai vendu l'ancienne maison. Elle avait trop de souvenirs, trop de douleurs. J'ai acheté une nouvelle maison, près de Lucas, 3 chambres, un grand jardin pour qu'Arthur puisse jouer. Lucas a ouvert un cabinet d'avocats, spécialisé dans les cas d'enfants disparus, aidant d'autres mères à retrouver leurs enfants. Je suis devenue bénévole dans une association. La même cause, les enfants disparus. Tous les samedis, Lucas, Amanda et Arthur viennent déjeuner à la maison. Nous rions, nous parlons, nous jouons dans le jardin. Arthur m'appelle Mamie Sophie, et il me demande toujours de lui raconter des histoires. J'ai subi l'opération du cœur. Elle a réussi. Je suis rétablie, forte. Aujourd'hui, nous avons visité la tombe de Nathalie. Nous avons apporté des fleurs. Arthur a laissé un dessin qu'il a fait pour Tati Nathalie, qu'il n'a jamais connue. Merci, dis-je à la pierre tombale. Merci d'avoir sauvé mon fils. Merci de me l'avoir rendu. Lucas me pose la main sur l'épaule. Elle nous regarde, maman. Et elle est heureuse. Nous rentrons à la maison. À notre maison. Notre famille. Camille m'a envoyé 3 lettres de prison, demandant pardon, disant qu'elle était désolée. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles, car il y a des choses qui sont impardonnables. J'ai perdu mon fils il y a 20 ans, parce qu'un homme ne voulait pas partager son héritage. J'ai failli mourir il y a 3 mois, parce que ma fille voulait la même chose. Mais à la fin, j'ai découvert quelque chose d'important. La famille, ce n'est pas le sang. C'est ceux qui restent. C'est ceux qui se battent. C'est ceux qui reviennent. Lucas a disparu il y a 20 ans. Mais il est apparu le jour où j'en avais le plus besoin. Et il m'a sauvée, pas comme l'enfant que j'ai perdu, mais comme l'homme fort, courageux et juste qu'il est devenu. Aujourd'hui, assise sur le porche de ma nouvelle maison, regardant Arthur jouer dans le jardin, Lucas et Amanda riant dans la cuisine, je sais que ça en valait la peine. Chaque larme, chaque douleur, chaque nuit blanche, car à la fin, la justice a prévalu et j'ai retrouvé ma famille. Ma vraie famille. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci, du fond du cœur. Cette histoire n'est pas seulement la mienne, c'est celle de toutes les femmes qui ont été trahies par ceux qu'elles aimaient le plus, par leurs enfants, par leurs maris, par leur famille. Et je dois vous dire quelque chose d'important. Si vous traversez quelque chose de similaire en ce moment, si vous soupçonnez que quelqu'un de proche prépare quelque chose contre vous, écoutez-moi. Documentez tout. Chaque conversation étrange, chaque comportement suspect, chaque document qu'on vous demande de signer. Installez des enregistreurs, prenez des photos, conservez les messages, notez les dates, les heures, les noms. J'ai failli mourir parce que j'ai mis 3 mois à commencer à enquêter. Ne faites pas mon erreur. Plus tôt vous agirez, plus vous serez en sécurité. Ouvrez un compte bancaire secret. Transférez de l'argent. Conservez les documents importants dans un endroit sûr que personne ne connaît. Trouvez un avocat de confiance. Racontez-lui tout. Demandez-lui conseil. Et ne signez jamais, jamais rien sans l'avoir lu. Peu importe qui vous le demande. Peu importe l'excuse. Lisez-le. 2 fois. 3 fois. Car il y a des gens qui attendent que vous soyez faible pour vous détruire. J'avais 57 ans quand j'ai découvert que ma propre fille voulait me tuer. Si je peux survivre à ça, vous pouvez aussi survivre à ce que vous traversez. Vous n'êtes pas seul. Il y a des milliers de femmes qui vivent des situations similaires. Et nous devons nous protéger. Nous devons nous défendre. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Envoyez-la à cette amie, cette tante, cette voisine qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà soupçonné quelqu'un dans votre famille? Qu'avez-vous fait? Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires vraies. Activez la cloche, car il y a une nouvelle vidéo chaque semaine. Et qui sait, l'une de ces histoires pourrait vous sauver la vie. Je m'appelle Sophie. J'ai 57 ans. J'ai perdu mon fils à 37 ans. Je l'ai retrouvé à 57 ans. Entre-temps, j'ai failli être assassinée par la fille que j'ai élevée. Mais j'ai survécu. Et aujourd'hui, je sais que la vraie famille, ce ne sont pas ceux avec qui vous êtes nés. Ce sont ceux qui se battent pour vous. Ce sont ceux qui reviennent pour vous. Ce sont ceux qui vous sauvent quand vous en avez le plus besoin. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Ne l'oubliez jamais.